Nous allons donc aujourd'hui vous présenter les nouveautés de la version 8.2 de Solid Server et je passe la main du coup à Fabien Smets, d'Efficient IP, qui va nous présenter les deux fonctionnalités principales de cette nouvelle version. Ça marche. Merci beaucoup, Romain. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour parler de la version 8.2 d'Efficient IP et notamment de deux fonctionnalités importantes qui arrivent avec cette nouvelle version qui sont Network Object Manager et Cloud Observer. Hop. Donc, alors petit tour de table avant de commencer vraiment la présentation. Donc, comme je viens de vous le dire, moi je m'appelle Fabien, je suis ce qu'on appelle un Customer Solution Architect chez Efficient IP. En gros, c'est un avant-vente. Si vous vous posez la question, et donc ça fait plus de 5 ans que je travaille dans le milieu de l'IT. Je crois qu'on sera accompagné de Laura Schloder, qui a des petits problèmes de connexion en ce moment et qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, et également de Romain, qui introduit ces métiers. Alors, à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on a? On a donc les nouveautés de la version 8.2, donc je l'ai déjà un petit peu évoqué. On va parler Network Object Manager et Cloud Observer. On va expliquer en quoi, quels sont les problèmes qui sont adressés par ces deux nouvelles fonctionnalités. On commencera par détailler Network Object Manager et ensuite on parlera de Cloud Observer et on pourra évoquer les cas d'usage qui sont associés à ces fonctionnalités. Donc, comme j'ai déjà dit, deux nouvelles fonctionnalités avec la version 8.2. Il y en a d'autres, des mineurs. Pour plus d'informations, je vous renvoie à la release note de cette version. Juste que vous sachiez que cette version elle est sortie il y a environ 3 semaines. Donc elle est disponible. Hein, si vous voulez mettre à jour, vous pouvez le faire maintenant. Et vous aurez accès à ces deux nouvelles fonctionnalités. Hop. Donc, Network Object Manager et Cloud Observer, pourquoi, quels problèmes on tend à résoudre avec ces deux nouvelles fonctionnalités? On va principalement parler d'automatisation aujourd'hui, où ça va vraiment nous permettre d'introduire ces deux nouvelles fonctionnalités, mais globalement, ce qu'on cherche à adresser ici, ça va être les besoins en digitalisation. Donc la digitalisation, pour rappel, c'est vraiment le fait de numériser, le fait de faire de plus en plus de choses en passant par l'informatique. Et on a également la problématique plus récente du travail hybride, qui s'est développée vraiment très fortement depuis 2-3 ans maintenant. Et évidemment, en trame de fond, il y a les IoT. Tout ça permet d'introduire le concept qu'on va beaucoup reprendre durant ce webinaire, qui va être l'automatisation réseau, qui est aujourd'hui nécessaire, mais pas toujours évidente à mettre en œuvre. Donc on va détailler un peu plus tard quels sont les enjeux de l'automatisation réseau. Juste avant de détailler cette partie, je vous propose de faire un petit tour, un petit état des lieux de l'état de l'IT aujourd'hui, pourquoi ça devient compliqué de faire de l'IT, de faire de l'informatique, peut-être dans notre secteur aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de choses. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. On a par exemple le multi-app, le multi-device, on a de plus en plus de cloud providers, donc le multi-cloud, les hybrides cloud, donc c'est le fait de mélanger plusieurs cloud providers, le multi-site, le télétravail, les grosses volumétries, les interconnexions qui sont grandissantes entre les différents acteurs du milieu, les cybermenaces et même les erreurs humaines. Tout ça, ça nous crée vraiment un paysage qui est un peu hostile pour nous et qu'on va essayer de pacifier avec le sujet de l'automatisation. Alors, comment l'automatisation va permettre d'adresser, on va dire, ces problématiques de manière générale? L'automatisation va vous aider à digitaliser des processus. Donc si par exemple, vous avez besoin de faire une ouverture de flux, plutôt que de demander à quelqu'un de votre équipe d'aller se connecter sur le firewall et de faire l'ouverture de flux en créant une règle, l'idée de l'automatisation, c'est plus de dire, bon, ben, j'ai un portail sur lequel quelqu'un va soumettre une demande, et si cette demande est approuvée, eh ben, on va automatiquement faire le changement. Donc c'est ça, digitaliser un processus. Donc forcément, l'objectif, c'est aussi de réduire les tâches qui sont répétitives, qui sont complexes, ou alors qui sont manuelles. Forcément, dans le but de simplifier, on va dire, la gestion de l'IT aujourd'hui. Tout ça, ça permet également de suivre et auditer les modifications. On a un meilleur suivi
du cycle de vie des applications lorsqu'on fait de l'automatisation, notamment orientée réseau. Alors les avantages, je les ai un peu évoqués, ça améliore l'efficacité de l'opérationnel, ça permet une meilleure satisfaction des utilisateurs et de vos clients, et ça permet d'améliorer la conformité et le traitement des informations au sein de vos IT. Alors, concrètement, quelles sont les choses que vous pourriez avoir envie de faire aujourd'hui, mais pour lesquelles vous êtes bloqué, vous manquez de moyens sur cette partie automatisation. Ici, je vais vous présenter, on va dire, 3 cas d'usage associés à des problématiques. Je vais vous présenter les fonctionnalités, puis on pourra revenir sur ces cas d'usage à la fin pour voir comment on peut y répondre avec ces 2 nouvelles fonctionnalités que sont Network Object Manager et Cloud Observer. Alors, premièrement, on a l'idée de créer et maintenir un référentiel fiable et complet d'objets réseau. Là, l'idée, c'est qu'on a souvent des sources d'informations qui sont cloisonnées. Vous allez par exemple avoir comme source d'information, je ne sais pas, votre firewall. Ensuite, vous pourriez avoir votre IPAM comme source d'information. Vous pourriez avoir l'ITSM comme source d'information. Vous pourriez avoir plein de produits qui décrivent un peu quels sont les objets sur vos réseaux, quelles sont les choses qui sont présentes au sein de votre infrastructure. Mais chacun a une vision un peu partielle. Personne n'a une vue d'ensemble. Et ça, c'est un vrai problème lorsqu'on cherche à faire de l'automatisation basée sur les problématiques réseau. C'est qu'on a besoin d'avoir une vue complète et fiable de ce qui se trouve sur le réseau, justement. Ça, c'est un premier point bloquant. Donc forcément, ça induit le fait qu'il faut conserver une vue précise des objets réseau déployés. Lorsqu'on déploie un nouvel équipement, il faut être au courant rapidement. Donc, il y a aussi cette problématique d'automatisation et d'interconnexion entre ce référentiel et les outils de déploiement. Et enfin, toutes les ressources déployées applicatives altérées par l'adoption rapide du multi-cloud, Shadow IT. Là, l'idée, c'est qu'on a aussi envie de pouvoir détecter des choses qui sortent un peu du cadre standard sur lequel on n'a pas eu de contrôle initialement. On a aussi ce use case où l'idée, c'est de construire et mettre en œuvre un véritable écosystème d'automatisation. Donc là, le problème principal à ce use case, donc qui est vraiment l'adoption de l'automatisation au sein d'une entreprise, c'est le manque d'initiative. Il faut toujours un déclencheur pour déclencher ces stratégies d'automatisation, et c'est souvent compliqué. On a aussi également un problème souvent de manque de maturité ou de connaissance même. Hein. Quand on dit maturité, on peut aussi évoquer les personnes, les intervenants qui travaillent au sein de votre entreprise, qui ont besoin d'être formés à ces sujets. Et enfin, les interconnexions. Donc, une fois que vous avez des applicatifs qui permettent l'automatisation, une fois que vous avez les formations, une fois que vous avez l'automatisation, l'un des problèmes, c'est également d'avoir les outils qui vont avec. Donc, il faut des outils ouverts en API sur lesquels on peut s'interconnecter. Et enfin, le dernier use case sur lequel on pourra revenir, c'est l'idée de renforcer la sécurité. Là, c'est un objectif qui est commun à un peu tout le monde. On a tous envie d'avoir une forte sécurité sur notre infrastructure. Le fait de déployer ces stratégies d'automatisation vont permettre d'avoir une meilleure visibilité. On le disait tout à l'heure, ça permet d'auditer et de suivre les changements. Ça permet de faire des meilleures analyses et de contrôler les politiques d'entreprise. Donc, quand je dis politique d'entreprise, par exemple, si vous êtes normé, si vous essayez de suivre la GDPR, si vous essayez de suivre voilà, les normes du milieu, c'est plus facile quand on a les bons outils. Alors, petit état du marché, ou en tout cas de l'état, on va dire, de l'automatisation aujourd'hui dans les structures IT, 80% des entreprises considèrent que l'automatisation est stratégique. Évidemment, c'est stratégique, personne ne le nie, la stat parle d'elle-même. C'est toujours un sujet, c'est vraiment un sujet qui est présent. 84% des entreprises modernisent leur application pour soutenir la transformation numérique. Donc là, pareil, c'est plus dans l'idée de la digitalisation, mais on est toujours dans cette mouvance où en fait, on va de plus en plus déléguer les tâches, les processus à des services informatiques. Et enfin, et ça c'est mon préféré, 70% des entreprises mettront en œuvre des stratégies d'automatisation d'ici 2025 et plus de 20%
2021. Alors pourquoi j'aime bien celle-là? Parce que ça montre que même si ça fait longtemps qu'on vous parle d'automatisation, enfin que le milieu parle beaucoup d'automatisation, mine de rien, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et qui grimpe toujours. 20% d'augmentation, bon, c'était forcément lié au Covid, mais vous voyez que l'automatisation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut de plus en plus prendre en compte. On risque d'être à la traîne si on ne s'y met pas le plus rapidement possible, parce que la majorité des entreprises veulent s'annoncer là-dedans. Alors, pourquoi je vous parle d'automatisation depuis tout à l'heure, alors que je vous ai dit qu'on avait parlé de la 8.2 et des nouvelles fonctionnalités? C'est parce que ces deux nouvelles fonctionnalités vont vous permettre de lancer l'initiative d'automatisation ou de la compléter si elle est déjà en cours chez vous. Donc ces deux fonctionnalités, Cloud Observer et Network Object Manager. Elles font bien évidemment partie du silo Network Automation qui caractérise nos produits. On avait également la partie DHCP, DNS, IPAM, sécurité et gestion de trafic. La Network Automation vient de recevoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, où est-ce qu'on se situe dans cette optique de automatisation réseau, dans cette chaîne, on va dire, d'automatisation? Nous, on va être un peu à la base. Donc, vous allez avoir Network Object Manager et Cloud Observer qui vont être à l'initiative de l'automatisation réseau, qui vont permettre de pouvoir lancer des stratégies d'IT automatisation, des transformations digitales, et tout ça, à terme, ça amène des transformations business. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Que font ces deux nouvelles fonctionnalités? On va commencer par Network Object Manager, qui est la première des deux nouvelles fonctionnalités qui est sortie avec cette version 8.2 du Solid Server. Network Object Manager, sa proposition de valeur, sa valeur ajoutée dans votre infrastructure, ça va être de constituer ce qu'on appelle une Network Source of Truth. Une Network Source of Truth, c'est vraiment un référentiel qui va vous aider à planifier vos déploiements réseau, qui va être fiable, sûr, ouvert, et qui vraiment va lancer ces actions d'automatisation. Concrètement, le Network Source of Truth, ça va être une base de données, un référentiel, n'importe quoi, qui peut contenir et représenter tous les objets réseau que vous pourriez avoir dans votre entreprise. C'est vraiment une liste complète de ce que vous avez. Et ce qui est important, c'est que ce référentiel, il soit fiable, de confiance. C'est vraiment une notion importante, parce que s'il est fiable et de confiance, vous allez pouvoir vous baser dessus pour lancer plein de choses, plein d'actions automatiques. Et c'est pour ça que ça peut être une base vraiment pour vos stratégies d'automatisation. Pour ceux qui connaissent un peu nos solutions, enfin qui les connaissent bien, c'est l'évolution d'une fonctionnalité qu'on connaissait déjà chez nous, qui s'appelle le Device Manager, mais en beaucoup plus fourni. Alors, quelles sont ces fonctionnalités clés? Alors, déjà, le Network Object Manager, l'une de ses premières qualités, fonctionnalités importantes, ça va être le fait de pouvoir modéliser des topologies réseau. Donc, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on va avoir un référentiel de confiance qui vont détenir vos objets réseau. Ces objets réseau, on peut les interconnecter, on peut en créer des liens. Ça, c'est difficile à faire normalement parce que ceux qui maîtrisent un peu les bases de données et les objets du même genre, créer des liens entre des grosses bases d'objets, c'est toujours assez compliqué. Et là, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, c'est très facile à faire. Et voilà. On a même des éléments visuels que je vous affiche ici, où on va pouvoir vraiment créer des topologies entières. Vous pouvez représenter absolument tout votre réseau sur Network Object Manager. L'idée derrière, c'est que vous pouvez également profiter de toute la richesse du Solid Server pour gérer les classes, les métadonnées et adresser différentes conventions de nommage. Tout ça peut être allié à la partie VLAN Manager que vous utilisez peut-être déjà sur la partie Solid Server
où vous représentez les VLAN. Donc ces VLAN, vous pourrez les associer à des objets réseau. Et enfin, l'ensemble de cette fonctionnalité est bien évidemment soumise à la délégation et à la gestion de rôle qu'on connaît déjà sur le produit, c'est-à-dire la gestion des droits de manière granulaire, basée sur des ressources et basée sur des droits, enfin des permissions, pardon. L'autre point clé de la fonctionnalité, enfin de Network Object Manager, c'est de constituer, en effet, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est très important, un référentiel de données qui est fiable. Donc pour ça, on a bien évidemment le listing, que vous pouvez voir sur le côté ici, qui va nous aider à représenter ces objets, qu'on pourra ensuite, comme j'expliquais tout à l'heure, mettre en relation, lier les uns aux autres. Et donc tous ces actifs pourraient être associés à leurs métadonnées, grâce aux classes, grâce aux paramètres par défaut, etc. Vous pouvez bien évidemment les modifier, les créer, faire des vérifications, des suppressions, associer des connexions. Et pour faciliter, on va dire, la création de ce référentiel, là aussi, on a différentes possibilités. On peut lier ce référentiel à Cloud Observer, que je vais vous présenter tout à l'heure. On peut le lier à des API, on peut le lier à des exports CSV, enfin en tout cas on peut y faire des exports CSV. Tout ça dans l'optique vraiment de remplir ce référentiel qui va être un objet fiable, un référentiel fiable pour toutes vos actions d'automatisation. Donc derrière, ces fonctionnalités, ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet l'automatisation. Parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous avez sur votre infrastructure, il est bien plus facile de pouvoir prévoir les déploiements, de pouvoir automatiser des configurations, de pouvoir faire plein de choses. Et tout ça, c'est possible, bien évidemment, si on a le référentiel, mais on a également la manière d'interagir avec ce référentiel, ici via de l'API. Vous connaissez le Solid Server, on est très API, on aime beaucoup l'open source, on aime beaucoup ce genre de choses. Donc, Solid Server, c'est un produit qui est API first, donc qui est ouvert en API, et qui peut bien évidemment s'interconnecter avec toutes les solutions que vous pourriez déjà avoir. Donc derrière, on peut baser ça sur des événements. Ça aussi, vous connaissez peut-être, la manière Solid Server. Vous pouvez également lancer des contrôles de cohérence pour la partie on-premise ou cloud. On peut interconnecter les deux, mais on ira plus en détail sur cette partie dans Cloud Observer. Et tout ça vous permet de faire des déploiements qui sont basés sur des stratégies d'entreprise et pas forcément des stratégies techniques. Vous pouvez vraiment avoir un référentiel qui s'adresse à tout le monde, sur lequel n'importe qui pourra avoir la vue, et vous pouvez appliquer des stratégies plus haut niveau sur ces référentiels. Bénéfice de Network Object Manager, comme je l'évoquais, ça va être le fondement de l'automatisation réseau. Ça permet d'augmenter l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la gestion du cycle de vie de vos applications ou de vos services. Tout ça vous permet d'avoir des corrections plus rapides quand on a des menaces, d'améliorer la gestion des risques et de la conformité, et d'améliorer également la planification des actifs. Donc voilà pour Cloud Observer. Voilà pour Network Object Manager. Maintenant, on va évoquer Cloud Observer, qui est la deuxième nouveauté. Cloud Observer, l'idée, ça va être plus un plugin qui va permettre la visibilité de vos infrastructures cloud. Quand je dis infrastructure cloud, on parle de tous les clouds et de manière uniformisée et à n'importe quel moment. On va voir comment on le fait un peu plus tard, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un répertoire sur vos éléments cloud qui se met à jour de manière automatique et qui pourra être lié à Network Object Manager. Quelles sont ses particularités, ses fonctionnalités? Sur Cloud Observer, le grand intérêt, c'est qu'on va avoir des plugins qui vont nous permettre de nous connecter aux instances cloud que vous avez déjà. L'idée, c'est qu'on va utiliser l'API pour se connecter à AWS, à GCP, à Azure, à vCenter, et on va aller récupérer
des informations sur vos instances, sur vos réseaux, sur vos IP publics. On va tout récupérer. Derrière, on a aussi la notion de plugin personnalisable. Donc, si vous avez voilà, un référentiel, ou en tout cas une plateforme qui gère des instances réseau de manière un peu particulière, vous pouvez également le prendre en compte, parce que le plugin personnalisable, c'est le fait de pouvoir intégrer ses propres calls API à la fonction Cloud Observer. Et tout ça vous permet d'avoir des données exactes et à jour sur vos instances cloud. Derrière, on a tout un panel qui nous permet de visualiser ces ressources. Donc on a le listing qu'on connaît très bien, que j'avais ici en visu, qui va vous lister toutes vos instances cloud, tous vos réseaux, toutes vos interconnexions au sein d'une même vue. Et tout ça, c'est très important parce que, vous le savez peut-être, mais c'est très difficile si vous êtes en mode cloud hybride, d'avoir une vue globale sur l'utilisation de vos infrastructures. Parce que vous avez peut-être différents comptes, vous avez peut-être différents clouds, il faut se connecter à différents endroits, parfois il y a les régions qui changent, c'est compliqué. Le fait d'avoir une vue uniforme, c'est quand même un gros avantage. Tout ça dans une vue qui est donc unique et qui est normalisée. Vous êtes peut-être un expert AWS, mais vous n'êtes peut-être pas un expert Azure. Et le fait de devoir vous connecter à 2 environnements différents pour avoir de la visu, c'est peut-être compliqué. Vous n'êtes peut-être même pas un expert dans aucun de ces cloud providers. Donc, vous voulez voir tout ça dans une vue qui vous est propre et que vous connaissez. Donc, c'est le but de Cloud Observer. Il faut également suivre des informations. Donc là, on parle d'informations qui sont liées aux infrastructures virtuelles. Donc, ça va être les noms de machines, les hostnames, les ressources, les IP publics. Donc, toutes ces informations et les statuts, c'est très important. Ouais, si une machine est allumée, éteinte, depuis combien de temps, elle a changé de statut, etc. Et tout ça, ça vous permet d'avoir des informations qui sont exploitables, pour faire des analyses qui ont de la valeur. Typiquement, une analyse qui a de la valeur, ça va être le fait de pouvoir rationaliser vos coûts dans le cloud. On y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça avec des fonctionnalités de reporting de données enrichies. Donc vous connaissez les reporting Efficient API, donc tout ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, vous pouvez également l'utiliser pour la partie Cloud Observer. Les fonctionnalités additionnelles, je crois que j'en ai un peu parlé, mais la création d'alertes. Donc de la même manière qu'avec les autres fonctionnalités, vous pouvez bien évidemment créer des alertes, les gérer à votre sauce, donc avec toutes les informations que vous avez récupérées, à partir des listings et de les afficher sur les dashboards Solid Server. Tout ça, c'est ouvert en API. Donc à la manière d'un Network Object Manager, vous allez pouvoir dialoguer en API avec ces informations. Et c'est également ouvert sur les autres fonctionnalités du produit. Donc vous pouvez utiliser Cloud Observer pour vraiment améliorer le référentiel que vous avez déjà avec la partie IPAM, avec la partie Network Object Manager, avec peut-être la partie NetChange. Et là maintenant, vous avez Cloud Observer qui permet vraiment de faire une vision en 360 sur votre infrastructure. Les bénéfices, pour les rappeler rapidement, vue précise et à jour des ressources cloud, gestion simplifiée, donc précise et à jour parce qu'on se met à jour régulièrement, on va régulièrement récupérer toutes les informations dans vos clouds. Gestion simplifiée forcément parce que vous allez avoir toutes les données qui sont unifiées et normalisées au sein d'une même vue. Et toutes ces informations, elles sont exploitables et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont précieuses parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dégager de ces informations. Ça vous permet des gains de temps, des bons gains de temps, parce que, encore une fois, vous n'avez pas à gérer différentes plateformes cloud. Tout ça se situe au même endroit. Et voilà. Vous pouvez également élaborer ou développer davantage l'automatisation du réseau grâce à des API ouvertes. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, Cloud Observer et Network Object Manager fonctionnent un peu ensemble. On peut déverser les découvertes de Cloud Observer dans Network Object Manager, et tout ça entraîne les sujets d'automatisation. On rationalise grâce toujours à cette
automatisation les processus de planification et de capacité réseau. Donc, ça nous permet forcément de gagner en agilité. Un autre avantage, c'est de réduire les dépenses. Un use case qu'on donne beaucoup pour Cloud Observer chez nous, et si vous avez un peu suivi nos réseaux sur LinkedIn, sur Twitter ou sur YouTube, vous l'avez peut-être déjà vu, nous, on donne souvent en use case pour cette partie Cloud Observer le fait de pouvoir traquer un peu l'utilisation des machines dans le cloud. Par exemple, traquer les IP publics, on peut traquer les grosses machines qui sont toujours allumées mais qui ne sont pas vraiment utilisées, qui consomment beaucoup de ressources. Tout ça dans différents clouds différents. Donc, en ce sens, ça permet vraiment de réduire les dépenses d'exploitation parce qu'on a une visibilité complète sur toutes vos infrastructures. Derrière, contrôle et optimisation des coûts via le suivi de ressources réseau, c'est plus ou moins ce que je viens d'évoquer. C'est vraiment le fait de pouvoir maîtriser les coûts des infrastructures cloud. Et derrière, ce niveau de visibilité que va vous donner Cloud Observer, ça permet de détecter les instances suspectes non conformes, donc toujours la problématique du shadow IT. Ça permet d'améliorer la détermination de la surface d'attaque, parce que là, pareil, hein, notamment via les IP publics, vous allez pouvoir avoir une vue complète sur votre IT, et notamment les IP publics. Les IP publics qui sont un double usage, hein. Déjà, vous les payez, les IP publics, donc le fait de savoir qu'il y en a et que vous n'utilisez pas forcément, ça vous permet de réduire les coûts, mais ça permet aussi de colmater une brèche de sécurité, enfin en tout cas une ouverture sur Internet qui pourrait être non planifiée, non désirée. Et enfin, tout ça, ça permet d'améliorer la gestion, la conformité et de faire des audits plus facilement. Donc, si on revient sur les cas d'usage que j'ai évoqués un peu plus tôt, les cas d'usage qu'on pourrait avoir sont les suivants. Enfin, je les rappelle, c'était créer et maintenir un référentiel fiable et complet des objets réseau. Alors là, typiquement, avec Network Object Manager, on répond complètement à ce cas d'usage, parce que c'est vraiment l'objectif de Network Object Manager, c'est de construire un référentiel de vérité. Derrière, comment on va le remplir, ce référentiel? Il y a plusieurs méthodes, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Cloud Observer peut remplir ce référentiel de manière automatique via une synchronisation. Il y a l'alimentation en API, il y a l'alimentation manuelle, il y a l'alimentation CSV. Une fois que vous avez votre référentiel, il doit rester de confiance, donc pas de synchronisation impertinente non plus, et toujours de la gestion via API. Cloud Observer permet une vue précise et à jour des instances dans le cloud, leur état et leur utilisation, les adresses IP et les statuts sont mis à jour. Là, pareil, pour avoir votre référentiel fiable, comme je le disais, l'un des points de départ, ça peut être de partir de Cloud Observer, vérifier ce que vous avez déjà, synchroniser ça avec Network Object Manager et de construire votre référentiel à partir de cette base. Tout ça vous permet de normaliser et d'unir les données et les métadonnées. Donc, les données, c'est vos instances, c'est vos ressources. Après, les métadonnées, ça peut être l'utilisation que vous en faites. Construire et mettre en œuvre, donc, second use case, construire et mettre en œuvre un véritable écosystème d'automatisation réseau. Là, pareil, vous avez besoin d'outils, comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous avez besoin d'une initiative pour lancer ce use case. Avec Network Object Manager, toujours, vous pouvez déjà commencer par modéliser votre topologie réseau. Les outils classiques permettent certes de représenter des objets réseau, notamment vos ITSM ont peut-être déjà cette fonctionnalité. Représenter des topologies, c'est quelque chose qui est bien plus compliqué, que font très rarement les ITSM. Donc, modéliser la topologie, c'est un gros avantage de Network Object Manager. Tout ça, ça vous permet de lancer l'initiative, d'accélérer l'automatisation et rationaliser les processus. C'est une des définitions de l'automatisation, la rationalisation des processus et leur digitalisation en ayant comme base un bon référentiel. Donc, on peut par exemple automatiser un déploiement SD-WAN en utilisant Network Object Manager, parce que ça va être facile de représenter un site à déployer. Si vous vous intéressez au Zero Touch Provisioning,
vous avez besoin d'avoir un bon référentiel pour à la fois allier le SD-WAN et le Zero Touch Provisioning et pour lancer ces actions d'automatisation. Network Manager et Cloud Observer sont API first et apportent des API ouvertes et sécurisées à intégrer à l'écosystème d'automatisation. Effectivement, les deux produits, on les présente ensemble parce que ces deux produits peuvent vraiment vous aider à lancer ces actions d'automatisation. Network Object Manager et Cloud Observer de par leur spécificité. Et enfin, renforcer la sécurité tout en développant et en automatisant l'infrastructure réseau. Donc Network Object Manager offre la possibilité de stocker les données tout au long du cycle de vie réseau, garantissant que les données sont toujours exactes. Donc là, pareil, la sécurité passe avant tout par un bon niveau de visibilité. Et le fait d'avoir ce référentiel de confiance vous permet déjà d'avoir un plan de votre réseau et vous permet de comparer ce plan à la réalité et peut-être de détecter des problèmes de sécurité. Cloud Observer, dans la même mouvance et de manière un peu plus active, permet de suivre et de consolider les instances pour prévenir et détecter les utilisations suspectes et remédier. Là, pareil, si vous avez votre équipe de développement qui commence à se créer 5 machines sans demander la permission à personne et vu qu'ils ne sont pas trop portés sur le réseau, ils créent des IP publics, vous avez envie d'être au courant rapidement. Non seulement, comme je disais tout à l'heure, parce que ça va vous créer des ouvertures dans votre infrastructure, et derrière, ça va vous générer des coûts qui sont indésirables. Et enfin, les deux produits apportent des informations exploitables qui permettent la collaboration. Alors, qu'est-ce que veut dire ce dernier point? Il veut dire que Network Object Manager et Cloud Observer peuvent être des outils qui vont créer des ponts entre vos différents services, qui vont permettre la collaboration, parce qu'ils peuvent être utiles à différents niveaux de vos services IT. Ça peut être utile aux DevOps, ça peut être utile aux architectes, ça peut être utile aux exploitants, ça peut être utile aux admins. Vu qu'ils vont tous se baser sur le même référentiel, c'est plus facile, on va dire, de lancer ces actions de collaboration qui vont se faire de manière organique, parce qu'ils parleront tous un peu le même langage, qui seront le langage du référentiel de confiance qu'ils partagent tous. Donc voilà, moi j'en ai terminé sur cette présentation. Alors si vous voulez plus d'informations, comme j'ai dit tout à l'heure, la version 8.2, elle est sortie il y a 3 semaines maintenant. Donc vous pouvez retrouver le teaser et le product overview sur notre chaîne YouTube. Il y a 2 liens sur ce PowerPoint. On vous enverra le PDF à la fin. Du coup, vous pourrez cliquer sur les liens. Vous avez aussi la datasheet, le website, donc pour Network Object Manager et pour Cloud Observer. Et la démo devrait bientôt arriver. Donc une vidéo de démo qui vous explique vraiment comment utiliser le produit. Elle est peut-être déjà sortie là d'ailleurs. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, voilà comment vous pouvez aller plus loin de manière autonome, on va dire. Après, derrière, on va vous transmettre mes coordonnées, les coordonnées des gens à qui il faut s'adresser chez Nomios pour développer ces sujets. Donc, si vous voulez aller encore plus loin, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Merci Fabien. Et de rien. Alors, on a quelques questions posées et que j'ai aussi élaborées pour pouvoir creuser un peu ta présentation. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la différence avec l'IPAM. Quels sont les types d'objets gérés finalement? Parce qu'à un IPAM, on avait déjà un référentiel sûr normalement des adresses IP. Ouais, alors effectivement, c'est une question qu'on a souvent. C'est souvent une des premières questions qu'on nous pose. La grosse différence qu'on va avoir avec l'IPAM, c'est que l'IPAM va vous permettre de représenter des objets IP. Donc un objet IP, c'est une adresse IP, éventuellement une MAC, éventuellement un nom, et c'est tout. Network Object Manager, et je pense que c'est à ça que tu fais référence principalement, c'est que là, tu vas représenter des objets réseau. Donc c'est bien plus complexe à représenter. Donc un objet réseau, ça va être plusieurs ports, ça peut être plusieurs interfaces IP, ça peut être une utilisation bien particulière. Typiquement, sur ton iPad, tu peux pas représenter ou très difficilement un switch niveau 2, parce qu'un switch niveau 2, c'est un équipement qui a environ 24-48 ports,
il y a donc interface, donc il n'y a qu'une IP sur cet équipement. Et sur l'iPad, si tu veux représenter ça, tu vas avoir une IP et c'est tout. Alors que toi, tu as peut-être besoin d'avoir un référentiel qui contient la liste des ports avec leur adresse MAC, parce que tu as besoin de pouvoir utiliser cette information peut-être derrière dans une stratégie d'automatisation ou juste pour l'avoir en tant que référentiel et de visu. Donc la grosse différence entre l'IPAM et Network Object Manager, c'est vraiment IPAM, adresse IP, Network Object Manager, objet réseau, avec tout ce que ça implique. Merci. Et du coup, tu dis qu'on peut peupler l'Object Manager avec, via des API, des CSV, etc. Mais Oui. est-ce que la découverte de la topologie, elle est aussi de style SLMP, SSH, pour qu'elle soit un peu automatisée? Alors, il y a différentes manières d'automatiser cette partie, comme je l'ai évoqué un petit peu via Cloud Observer. Donc, les découvertes que vous faites dans Cloud Observer, vous pouvez les synchroniser directement dans Network Object Manager et les informations topologiques vont être reprises. Donc, quand je parle d'informations topologiques, je parle des liens entre les différentes instances, entre les différents réseaux, etc. Donc ça, c'est une des premières manières de le faire. Après, on peut également passer, comme je l'ai évoqué, par la partie API, par la partie CSV ou même par la configuration manuelle. Très bien. J'ai une question de François. Est-ce que c'est possible d'avoir une comparaison de Network Object Manager avec Tuffing SecureTrack ou AlgoSec? Euh, alors, on n'a pas de document de comparaison, mais ça, là, comme ça, je sais pas. Euh, mais je peux revenir vers vous, voir ce qu'on a. On va la noter, François. Ouais, Merci beaucoup. je me la Et note. évidemment, on reviendra vers vous. J'ai aussi une question sur, c'est intéressant d'avoir une représentation de la cartologie, mais est-ce que c'est possible aussi de l'exporter, cette représentation, pour pouvoir l'utiliser dans des outils à l'extérieur? Ah, bien sûr, ouais. Euh, Alors pareil, vu que c'est ouvert en API, Network Object Manager, vu que c'est ouvert en API, une des premières manières de faire interagir ce référentiel avec d'autres produits, bah, c'est d'utiliser l'API. Après, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du Solid Server que vous connaissez déjà, les exports schedulés qui vous permet d'exporter en CSV de manière récurrente ou ponctuelle la topologie dans son intégralité. Euh, et vous avez également, si vous préférez les vues un peu plus graphiques, la possibilité d'exporter le diagramme directement de la topologie. Donc là, c'est plus une vision un peu plus haut niveau, mais ça vous permet déjà de communiquer sur cette topologie. Merci. Sur, Observer, peut-être qu'on a raté une partie, mais est-ce que ça sera compatible avec Google GCP aussi? Oui, oui, oui. Alors ça, je pense l'avoir évoqué. Peut-être que j'étais un peu vite. Les, les quatre plugins qui sont, enfin les quatre choses qui sont actuellement supportées sur Cloud Observer, ça va être Azure, AWS, GCP et ESX. Et comme je l'ai évoqué également, vous avez ce qu'on appelle le plugin personnalisable. En gros, c'est une manière de dire qu'on supporte les développements customisés et si vous avez une envie sur un produit moins grand public, vous pouvez développer vos calls vous-même et l'intégrer dans le produit vous-même. À l'avenir, il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, Là, la fonctionnalité vient de sortir, donc on s'est concentré sur les quatre gros acteurs du marché. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qui va arriver, mais on a deux, trois candidats qui vont arriver prochainement en plus. Alors, une nouvelle question, est-ce que Network Observer peut servir, des use cases de demande de flux firewall? Bien évidemment, après, il faut voir comment on développe le use case. C'est vrai que c'est un exemple que j'ai donné. Euh, Typiquement, Network. Alors attention, là, la question, elle mélange un peu les deux, Ouais. les deux plugins. C'est Network Observer, ça existe pas. Enfin, c'est Cloud C'est Observer des et ouais, Network je Object pense que c'était des Manager. Network Object Manager plutôt, je pense. Bon, Euh, remarquez, c'est peut-être les 2. je pense que ça se prête un peu plus à Cloud Observer. Mais oui, alors attention, c'est pas du Tuffin non plus. Je sais que Tuffin, il est vraiment fait pour interagir avec les firewalls et récupérer les configurations. Ici, c'est pas non plus l'objectif.
pour ce use case des flux de firewall, l'idée, c'est qu'on va avoir l'information de la topologie, l'information IP, l'information des objets réseau. Tout ça, c'est des choses qui peuvent servir dans des actions d'automatisation. Typiquement, si vous savez que votre serveur il a 3 ports et que sur ces 3 ports, il y a une interface qui répond et que sur cette interface qui répond, vous allez associer des métadonnées que le port 443 et le port 80 doivent être ouverts. Ce référentiel, vous pouvez l'utiliser via des API pour communiquer avec un outil qui fait des requêtes sur des ouvertures de flux. Et ça vous permet vraiment non seulement de conserver un référentiel qui est fiable, d'avoir un point central pour vos call API, et derrière, le call API, il peut aussi être redirigé vers le firewall pour faire les dites ouvertures de flux. Merci beaucoup, Fabien, De rien. pour ton intervention. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.